Bonjour. Vous avez bu de l'eau aujourd'hui? Je veux dire, vous avez bu de l'eau propre? Certainement. Cela vous paraît normal, banal? Pourtant, pour de nombreuses personnes, c'est un véritable exploit. Il faut marcher plusieurs heures pour aller jusqu'à la rivière, avec un fort dénivelé. Ensuite, il faut remonter avec des bidons, des seaux de 5 à 25 litres. Ce sont généralement les enfants et les femmes qui sont chargés de cette corvée journalière. Mais cette eau est souvent contaminée par des matières fécales, des bactéries, des virus, des parasites. L'ONU estime que 30% de la population mondiale boit une eau sale, avec des conséquences terribles. C'est que 2 millions de personnes vont mourir chaque année à cause des maladies hydriques. Vous l'avez compris, je vais vous parler de l'accès à l'eau potable dans les pays du Sud. Comment cela se passe là-bas, et ce, à travers mon expérience de ces 25 dernières années, où avec mes équipes, nous avons installé plus de 350 projets pour permettre à 4 millions de personnes d'avoir de l'eau. Prenons une ville comme Kikwit, l'équivalent de Lyon, en République démocratique du Congo. 1 million d'habitants. Les installations sont obsolètes, le réservoir d'eau fuit, les pompes ne marchent pas, la population a doublé en très peu de temps. Les autorités ont besoin d'investir rapidement, les besoins sont immenses, mais les caisses de l'État sont vides. Les autorités vont faire appel aux bailleurs de fonds, les banques de développement. Il en existe plus d'une centaine. La Banque mondiale, la Banque africaine de développement, l'Agence française de développement. Elles ont pour mission d'accorder des crédits à des taux d'intérêt très faibles sur une période très longue. Si le dossier est retenu, un bureau d'études va être sélectionné. Il va faire l'inventaire de l'existant. Combien de kilomètres de conduite il faut changer? Est-ce qu'on fait un nouveau réservoir ou est-ce qu'on réhabilite l'existant? Et il va définir un budget. Deuxième étape, on va faire un avant-projet détaillé. Cette fois-ci avec la liste des équipements et des ouvrages à réaliser. À partir de là, on va sélectionner une entreprise de travaux qui va livrer, installer et mettre en route les équipements. Tout cela apparaît assez fluide. Mais sur le terrain, très vite, on va s'apercevoir qu'entre la vision de l'ingénieur qui rêve de Smart City et les attentes de, appelons-la Madame Diallo, il y a tout un monde. Elle veut que l'eau en bas de la rivière soit pompée, filtrée, désinfectée, stockée et distribuée rapidement, là, cette année, le plus rapidement possible. Pour tous les acteurs qui réalisent le projet, c'est une crise de nerfs permanente. Le projet est surdimensionné, il y a eu plusieurs intervenants, rien ne marche comme prévu. Et les conséquences pour le maire de Kikwit, c'est qu'entre le moment où il a exprimé ses besoins et le moment où il va enfin avoir l'eau au robinet, il y a 8 à 15 ans, une éternité. Le prix de revient du mètre cube d'eau est de 8 $. Ici, à Lyon, vous payez 3,50 $ et ça comprend la taxe d'assainissement. On sait qu'en Afrique, la plupart des gens, la grande majorité, peuvent payer maximum 1 $ du mètre cube. Alors, est-ce une fatalité? Non, bien sûr. Est-ce qu'il y a des solutions? Oui. La première, c'est que les budgets pour l'eau potable dans le monde augmentent. En 1848, il y avait une très belle phrase sur les affiches de la Révolution. « Nul n'a droit au superflu tant que chacun n'a pas le nécessaire. » Il va falloir donc mettre en place des taxes, des impôts sur le superflu. Mais à notre niveau, que pouvons-nous faire? Nous sommes un groupe d'hommes et de femmes de terrain et depuis 5 ans, nous réfléchissons sur comment changer de logiciel, trouver de nouveaux modèles pour aller plus vite, que ça fonctionne, que ça dure dans le temps et que ce soit duplicable. L'une des idées
que je vais vous soumettre consiste à mettre ensemble un bureau d'études, une société de travaux, une société d'exploitation ou d'aide à l'exploitation pour ensemble répondre à des appels d'offres de conception et réalisation. Intégrer dès le début l'ingénierie sociale, être à l'écoute des usagers. Le client, lui, va avoir 3 exigences très simples. 1, que les offres chiffrées qui vont lui être remises ne dépassent pas le prix plancher d'$1. Deuxièmement, que tout soit fait rapidement, en 1 an et demi maximum. Troisièmement, que les entreprises s'engagent à garantir la maintenance pendant 5, 10 et 15 ans. Cela va avoir des conséquences bénéfiques. Les entreprises vont s'adapter à ce prix plancher. Il y a des solutions techniques. La plus simple, c'est déjà de réduire le débit par habitant. On apprend dans les écoles d'ingénieurs à Strasbourg, en Allemagne, en Espagne, qu'il faut 150 litres d'eau par habitant. Et on sait très bien, pertinemment, que personne ne peut payer 150 litres d'eau en Afrique. On est entre 20 et 50 litres. Ça va permettre de réduire les installations, réduire les investissements. Le délai très court va obliger les entreprises à acheter local. Inutile de faire venir des conteneurs de Chine, d'Allemagne, de Turquie. S'il y a des usines au Congo, il y en a, ou dans la sous-région, à Abidjan, au Ghana, au Kenya. Parce que dans 3 ans, quand vous allez casser un tuyau, et ça arrive, si vous n'avez pas la même marque, le même diamètre, tout s'arrête. J'ai vu des installations pour une centaine d'euros, un contacteur tomber en panne. On peut aussi imaginer de pomper une eau brute dans la rivière, faire une filtration grossière, et qu'ensuite, elle soit traitée chez l'habitant, avec des petits filtres à sable fabriqués localement, des réservoirs, on en trouve partout, et on intègre une membrane d'ultrafiltration qui va arrêter toutes les bactéries, tous les virus, tous les parasites. Pour les bidonvilles, des boutiques à eau sont installées, alimentées soit par le réseau, soit par camion. L'eau va être traitée, filtrée sur place, vendue au bidon, comme ça se fait souvent, mais aussi on peut alimenter dans un rayon de 1500 mètres les 500 familles, et elles auront la possibilité de payer avec leur téléphone mobile. Ça se fait énormément. Elles peuvent payer $1,5, $1 par jour, parce qu'on est face à un public qui ne peut pas payer 30 ou 40 $ à la fin du mois. Ensuite, vu l'enjeu, on parle de 2 milliards de personnes qui boivent une eau sale. Dans les cas où le prix de revient, on n'arriverait pas à ce prix, est-ce qu'on ne peut pas imaginer qu'un gouvernement, une institution, une banque de développement, une université compense ce prix? Vous allez me dire, non. Ce matin, j'ai pris le tramway. J'ai payé €1,80. Le prix du ticket ne couvre qu'un quart de l'investissement et des frais de fonctionnement. Le reste, c'est la ville de Lyon, la région, l'agglo, l'État qui subventionne. Parce que Lyon, sans moyen de transport en commun, ce serait des heures d'embouteillage, du temps perdu, de la pollution, des crises d'asthme, des morts. Pour l'eau potable, c'est pareil. C'est-à-dire que les enfants que vous avez vus tout à l'heure, au lieu de passer 4 heures par jour, tous les jours, à transporter des seaux, s'ils pouvaient aller à l'école, si les parents, au lieu de courir au dispensaire tous les 3-4 mois pour acheter des antibiotiques, tout le monde serait gagnant. Mesdames, messieurs, vous le voyez, les solutions existent. Il faut les mettre en place rapidement. Il y a urgence. Merci.